L'épargne finance l'investissement, c'est une des premières lois économiques que l'on apprend. Avec cette égalité comptable en économie fermée qui marque à jamais les esprits. Y égale C plus I. Le revenu issu de la production est soit consommé, soit investi. Autrement dit, ce qui n'est pas consommé, Y moins C, par définition l'épargne, est égal à l'investissement. De là, l'idée d'un réservoir dont dépend l'investissement de façon vitale. Plus ce réservoir est plein, et plus l'investissement trouvera des ressources pour se financer. Et c'est sur cette représentation que se greffe celle d'un grand marché des fonds prêtables. D'un côté, l'offre de fonds alimentée par l'épargne, des ménages notamment, et de l'autre, la demande de financement des entreprises qui puiseraient sur ces encaisses pour financer leurs projets. Et entre les deux, le taux d'intérêt qui réagirait à la plus ou moins grande rareté des fonds prêtables. Keynes a depuis longtemps déconstruit cette représentation, ce marché qui arbitrerait le désir d'investissement et celui d'épargne et qui s'équilibrerait par un prix n'a aucune réalité. Peu importe, elle demeure envahissante en économie politique. La France est un pays d'épargne. L'abreuvoir est plein, mais elle serait mal utilisée. Et autour de cela se développe un petit jeu de rôle tout aussi crédible qu'erroné du point de vue économique, avec la figure de l'épargnant timoré qui conserverait son épargne sous forme liquide, compte à vue ou livret sans risque, n'alimentant pas l'investissement, au mieux le financement du déficit public. Et de l'autre, l'épargnant prêt à s'exposer au risque, détenant son patrimoine sous forme d'obligations ou d'actions d'entreprise, qui lui financerait la croissance et l'investissement. Et autour de cela se crée l'usine à gaz des incitations fiscales, autant de niches destinées à flécher l'épargne là où il faut, avec une efficacité plus que douteuse. Et se développe aussi le psychodrame imaginaire de l'évasion des plus fortunés qui, quittant l'Hexagone, viderait d'autant le fameux abreuvoir, pénalisant l'investissement. Tout ceci est faux et contre-productif. D'abord, pour en revenir aux égalités comptables, parce que la simplification d'une économie fermée n'est plus recevable. Nos banques et nos investisseurs ne dépendent pas de l'épargne nationale. L'égalité comptable, qui, rappelons-le, ne préjuge en rien une relation de causalité, s'écrit aujourd'hui plus qu'hier, épargne nationale plus épargne étrangère égale investissement. Les banques françaises opèrent dans 99 pays à travers le monde et plus de 40% de leurs produits nets bancaires est réalisé à l'international. Leur liquidité n'est donc pas tributaire exclusivement des comportements d'épargne hexagonaux. Pour prendre un autre type d'acteur emblématique du financement de l'investissement, le capital investissement a levé 51% de ses fonds auprès de l'étranger entre 2017 et 2019. Et 40% des actions des sociétés françaises du CAC 40 étaient détenues début 2020 par des non-résidents. Et in fine, si un milliardaire français crée sa holding aux Pays-Bas, son argent ne connaît pas de frontières. Ensuite, parce que l'idée d'une épargne préalable qui limiterait les possibilités d'investissement est elle-même erronée. L'investissement génère sa propre épargne, un autre enseignement de Keynes. Pour redescendre au niveau microéconomique, partons d'une autre égalité comptable, qui colle beaucoup mieux à la réalité que le I égale S qui écrase tout. L'autofinancement, c'est-à-dire ce qu'il reste aux agents privés après avoir payé leurs charges courantes, plus la variation de l'endettement égale la variation de l'investissement plus la variation de l'actif financier. La hausse de l'endettement permet de mobiliser l'épargne des autres, nationale ou étrangère, pour augmenter l'investissement ou pour se procurer des actifs financiers à des fins de placement ou de contrôle. La dette sous forme de prêt bancaire ou d'émission de titres est donc la variable motrice de l'investissement. Et cette dernière n'est pas limitée par l'épargne déjà constituée. La Banque centrale peut augmenter son flux en procurant de la liquidité aux agents bancaires. Et le petit épargnant timoré participe aussi à la liquidité des banques dans laquelle prend source le crédit. La vraie ressource, c'est la liquidité, sachant, là encore, qu'elle ne fait pas tout. Elle peut alimenter l'investissement productif nouveau, comme se loger sur des actifs financiers.
Si les entreprises s'endettent pour se racheter entre elles, ou si Tesla achète du Bitcoin, ou si un ménage riche s'endette pour étoffer son portefeuille en actions, cela fait éventuellement de l'inflation financière, mais pas d'investissement nouveau. Du moins, pas directement. En définitive, vouloir agir sur l'épargne est le plus souvent une fausse bonne idée. Favoriser un bon niveau de demande, un bon niveau de rentabilité économique et réduire le risque entrepreneurial, c'est bien plus compliqué que d'inventer des niches. Mais c'est la seule façon de booster l'investissement. L'épargne, elle, suivra.